Bienvenue dans le podcast de l'éveil des consciences, un projet qui est né du cheminement de ma propre résilience. La motivation qui anime le podcast est de créer de nouveaux paradis, un monde plus juste au travers duquel les humains s'épanouissent en créant du lien. L'idée est tout simplement de partager des sujets qui font du bien à l'esprit et au corps. L'éveil des consciences podcast, c'est quoi ? C'est un podcast qui tend vers une meilleure connaissance de soi, des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis ravie d'être aux côtés de Stéphane Schillinger. Bonjour Stéphane. Bonjour Evelyne. Alors, je vais te présenter aussi pour les personnes qui ne te connaissent pas. Tu es auteur de nombreux ouvrages, mais surtout, le dernier intitulé La sagesse interdite. Tu es conférencier, tu es praticien en relation d'aide. Tu proposes aussi des stages et des consultations en individuel, mais aussi en couple. On va revenir sur ce point par la suite. Tu as aussi collaboré avec le docteur Olivier Chambon au travers de l'ouvrage Les nouvelles thérapies psychédéliques, les experts témoignent. Alors ma première question serait, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, de ton cheminement, personnel et de ce qui t'a amené, en fait, à parler de ces sujets en lien avec la nature du vivant et le processus d'évolution intérieure? Alors le parcours, c'est d'abord un court passage en tant que joueur de billard jusqu'à mes 18 à 21 ans, où je ne vivais, finalement que de ça et puis, par un concours de circonstances ou, justement un curieux hasard, l'intégration d'une carrière dans la finance, pour devenir d'abord conseiller financier, gestionnaire de patrimoine, gestionnaire de fortune, tout ça au service évidemment du capitalisme et du consumérisme et progressivement, je me rendais compte que je n'étais pas du tout à ma place, que mon attrait se situait ailleurs que dans ce qui faisait mon quotidien, c'est-à-dire, le salariat et puis une certaine forme de commerce aussi et du coup, vers mes 33-34 ans, une grosse prise de conscience, suite à des expériences chamaniques qui incluent de fait, ce qu'on appelle aujourd'hui les plantes sacrées ou plus techniquement les entéogènes, en Amazonie qui m'a fait prendre conscience qu'une autre vie était possible et depuis ce jour-là, plus rien n'est pareil. Alors justement, est-ce que tu peux nous les présenter? Que sont les plantes maîtresses, les plantes sacrées? Alors, sacré est un mot à mettre, entre guillemets, hein, puisque sacré est lié, on va dire à une connotation religieuse. Or la religion, la différence je dis toujours, la différence entre la religion et la spiritualité, la religion, c'est croire en l'expérience de quelqu'un d'autre et la spiritualité, c'est faire sa propre expérience. Et donc, on appelle ça aussi les plantes maîtresses et techniquement, ce sont des entéogènes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire entéogène? Ça vient de théo, la racine, comme dans théologie, hein, donc Dieu, gène qui génère et en soi. Donc, on dit des plantes qui génèrent finalement le sentiment du divin en soi et qui permettent d'accéder à des états de conscience modifiés. Ça fait des milliers, des dizaines de milliers d'années qu'elles sont utilisées et qu'elles sont à la source des grandes traditions spirituelles. Par exemple, il y a des religions, les toutes premières religions de l'humanité avaient en leur centre des plantes sacrées et donc le prophète des religions en question buvait un breuvage qui comprenait donc ces plantes maîtresses qu'on cherche toujours à identifier aujourd'hui puisqu'il y a plus de 40 candidats, vu qu'aujourd'hui il nous en reste finalement que le nom de ces plantes. Hein. Dans le védisme, il y a plus de 4000 ans, il y a 3500 ans, ça s'appelait Soma. Dans le bouddhisme, c'est devenu Amrita. Et avant cela, c'était Haoma dans le zoroastrisme, où le prophète buvait le jus d'une plante qui le faisait accéder à une conscience universelle qui lui donnait un enseignement. Et pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent l'ayahuasca, c'est une métaphore qui peut faire sourire, puisque c'est effectivement ce que les gens décrivent lorsqu'ils rencontrent l'ayahuasca, c'est l'absorption d'un breuvage
où on a le sentiment, alors c'est une narration parmi tant d'autres bien sûr, mais on a le sentiment qu'un être vivant prend la possession de notre corps et commence à nous parler et commence à nous enseigner des choses. Et bien sûr, ça peut paraître très surprenant, mais en tout cas, ces plantes visionnaires existent et sont consommées au cœur des traditions spirituelles, voire même des religions depuis des milliers d'années. Et donc ça fait une très courte période, hein, ça fait 1500 ans que ces plantes, à des velléités de contrôle des masses, sont interdites. Et d'ailleurs, en 1971, il y a eu toutes les substances dites psychédéliques qui ont été interdites en même temps que les drogues. Donc tout s'est fait en fait sur la même période? Mmh. Oui, quand on regarde par exemple, l'interdiction des psychédéliques, si on devait raccourcir, en guise de métaphore, si on devait raccourcir l'histoire de l'humanité à 1 heure, eh bien sur la dernière seconde, c'est la dernière seconde de cette heure-là, dans laquelle nous sommes, où, Mmh. les substances qui élargissent, la conscience, ont été interdites. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que dans l'appellation drogue, dans toutes ces drogues, il y a des substances qui viennent réduire la Mmh. conscience et des Oui. substances qui viennent élargir la Mmh. conscience. Et pour bien comprendre cela, il faut imaginer le cerveau non pas comme l'émetteur d'une conscience, mais plutôt comme le récepteur et comme un filtre qui vient restreindre une information universelle. Et de par ce côté un petit peu filtre, cette filtration de l'information, nous permet de nous sentir individuels, nous permet de nous sentir séparés les uns les autres et de faire l'expérience de cette existence. On appelle Mmh. ça aussi le réseau mode par défaut. C'est un branchement du cerveau qui correspond, si tu veux, au mode normal, quotidien, où nous sommes dirigés par notre ego. Et donc, dans tout cet univers des substances interdites, il y a donc des substances qui viennent augmenter la connectivité à l'intérieur du cerveau et qui nous permet de faire l'expérience d'un champ informationnel un peu plus large et d'avoir accès à des expériences dites transcendantales, spirituelles, mystiques, transpersonnelles. Voilà. Mmh. D'accord, et j'avais une question, concernant justement cette conscience, enfin cet état de modifié de conscience. Est-ce qu'on peut aussi, l'acquérir? Alors je ne sais pas si c'est vraiment le terme approprié, mais en tout cas, élargir cette conscience en pratiquant la pleine conscience, la méditation, ce genre de pratiques aussi qui sont ancestrales. Est-ce que c'est tout à fait possible? Bien sûr, alors c'est possible d'atteindre des états élargis de conscience, mais c'est très difficile de les comparer. C'est par exemple, très souvent, les gens qui ne sont pas éduqués aux considérations antéogènes ou psychédéliques disent: «Oui, mais moi j'y arrive aussi avec la méditation». Et finalement, rien ne prouve que c'est la même chose, même pas les imageries médicales, puisqu'on voit que, par exemple, sous LSD ou sous psilocybine, ce ne sont pas du tout les mêmes zones du cerveau qui sont comment dire, Oui. mises en relation et allumées, pour ainsi dire, à travers l'imagerie cérébrale. Et puis si tu veux comparer les 2, c'est un petit peu dire comme, bah, écoute, moi je vais à Paris, c'est super bien. Il dit: «Non, j'ai pas besoin d'aller à Paris, moi je vais à Berlin». Tu vois? Oui. C'est un peu ça. Mmh. Ou alors, moi je goûte des fraises à la maison et c'est très, très bon, mais moi j'ai pas besoin de fraises, j'ai des bananes. Mmh mh. Donc ce sont 2 choses qui sont comparables, mais qui finalement n'ont rien à voir, les unes avec les autres. C'est comme la transe chamanique, hein, qui commence à Mmh. être bien étudiée, scientifiquement, où on arrive à l'induire avec de plus en plus de précision. Rien aujourd'hui ne permet d'affirmer que c'est la même chose, que ce sont les mêmes mondes et les mêmes dimensions qui sont visités. En tout cas, les experts affirment que, la voie d'atteinte des états élargis de conscience par les psychédéliques et les entéogènes est une voie de raccourci, une voie abrupte. Mmh. Il y a une très grande différence dans ces voies, dans ces 2 voies, la voie sans entéogène et la voie avec, c'est que la voie avec entéogène, il y a ce que moi j'appelle une convocation. C'est-à-dire, tu ingères quelque chose et ce n'est plus toi qui décides de ce qui va se passer. Et c'est en cela que c'est une voie qui est beaucoup plus abrupte, selon moi, beaucoup, beaucoup plus ancienne, puisque c'est elle qui a tracé le sillon vers les expériences spirituelles qui ont ensuite, seulement ensuite, été développées sans les entéogènes et sans les psychédéliques.
mais qui ont été, pour ainsi dire, je n'aime pas le mot, mais pour ainsi dire, canalisées à l'aide des psychédéliques et des antéogènes. Et puis, ce qu'il faut rajouter, et c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est à mon sens très important, c'est que ce sont deux voies qui vont ensemble. C'est-à-dire, alors je le dis parfois d'un ton un peu provocateur ou subversif, pas de méditation sans psychédélique et pas de psychédélique sans méditation. Alors effectivement, hein, ça peut faire ça peut faire jaser, mais c'est la voie entre guillemets «spirituelle» qui consiste à faire des expériences transcendantes, à retrouver la nature de l'esprit, à visiter ce qu'on appelle depuis des millénaires d'autres mondes, c'est bien une pratique conjointe entre la méditation, une introspection et l'absorption de produits de la nature. Et je me permets une dernière parenthèse. Mmh. Évidemment, on ne conseille pas, on n'oriente pas, on ne facilite pas l'accès à ces substances qui sont encore interdites en France pour le moment. Et la France a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard en la matière. À titre d'exemple, la Suisse a déjà une trentaine de psychiatres qui administrent du LSD ou de la kétamine à leurs patients à des fins thérapeutiques, qui respectent la dimension spirituelle de ces expériences. Et pareil, l'environnement législatif en Espagne, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas est beaucoup plus large Mmh. et beaucoup plus libertaire qu'en France, où on a beaucoup, beaucoup de mal à intégrer ces choses-là. Oui, c'est important aussi de le préciser qu'en France, c'est légalement interdit, mais néanmoins, on tend, ou du moins, j'espère, j'y crois, puisque toi et puis d'autres personnes participent justement, à la connaissance aussi, à une meilleure compréhension, ce qui est important parce que je pense que dès lors où on ne connaît pas vraiment l'origine et puis l'utilisation, les bienfaits, de Mmh. ces plantes, bien sûr que si on n'a pas cette pédagogie, on a surtout le premier mot qui peut nous apparaître, celui de la peur et de la crainte. Alors c'est une peur et une crainte qui est saine finalement parce qu'elle Mmh. pousse les usagers à étudier, à se renseigner, à trouver la bonne personne pour être accompagné dans le bon cadre au bon moment. Donc finalement, c'est une bonne chose, mais on dit souvent que ces substances ne sont pas elles sont pas interdites parce qu'elles sont dangereuses, elles sont dangereuses parce qu'elles sont interdites. Parce que ça nous prive l'accès à une grande, grande quantité d'informations. Et alors on s'imagine que l'alcool, c'est pas dangereux, mais on a un vrai savoir culturel sur la consommation d'alcool, ce qui fait que les conduites à risque sont quasiment absentes de notre société, tellement on est informé. D'ailleurs, sur les bouteilles, consommer avec modération, les bouteilles sont, consignées, sont conditionnées de certaines manières à ce que la consommation soit, entre guillemets, sécurisée et conditionnée. Mais la science nous dit que l'alcool est la substance la plus dangereuse, la drogue, entre guillemets, la plus dangereuse du monde, en tout cas dans ces études qui ont eu lieu dans les années 2010 par le professeur Nutt au Royaume-Uni, qui classe les substances, les drogues légales et illégales par leur degré de dangerosité selon 4 critères, parfois ça va jusqu'à 16 critères, et le classement de dangerosité est quasiment invariablement le même. On a l'alcool en numéro 1, l'héroïne en numéro 2, la cocaïne, la méthamphétamine numéro 3, 4, et tout à la fin, tout en bas du classement, on retrouve les psychédéliques comme les champignons à psilocybine et le LSD. Donc en termes de dangerosité, on est sur des choses factuellement, scientifiquement, qui sont infiniment moins dangereuses que les substances légales. Mmh. C'est très intéressant, je te remercie pour, ce point. Je voudrais revenir aussi sur, justement ce dont tu expliquais tout à l'heure aussi. En fait, est-ce que ce serait pas non plus la dissolution de l'ego, donc finalement une 1re expérience de mort que de prendre et d'avoir une expérience avec les plantes maîtresses? Tu sais, dans le bouddhisme, on parle de ça, en fait, finalement. Est-ce que ce serait pas, ce qu'on pourrait ressentir avant de vivre? Oui, il y a un point commun à toutes les traditions spirituelles, c'est la notion d'éveil. Et puis on ne sait pas ce que c'est, et chaque tradition, chaque religion a son petit mot, hein, pour l'éveil, hein, que ce soit, épiphanie, nirvana, satori, samadhi, et cetera. Mais en tout cas, il y a une transversalité dans cette notion. Et nous, comment on essaye de comprendre, comment on peut essayer de comprendre, ce que c'est que l'éveil pour nous occidentaux? Eh bien déjà, on a un rapport au monde qui est radicalement différent des traditions orientales ou des traditions indigènes. C'est-à-dire qu'on va placer l'individu
au centre de nos préoccupations et la collectivité vient ensuite. Dans les traditions indigènes ou orientales, c'est l'inverse. C'est d'abord la collectivité et ensuite l'individu. Et donc, je parlais du réseau mode par défaut et de notre tentative de comprendre de qu'est-ce que serait finalement l'éveil. Le réseau mode par défaut, on va expliquer ça de manière raccourcie et très simple, c'est le branchement quotidien, c'est le mode classique dans lequel nous sommes actuellement, où je suis séparé du monde et je réfléchis en tant que moi, moi-je, et j'ai une identité. Et ça me permet de faire une certaine expérience de la réalité. Eh bien, l'expérience d'éveil serait la transcendance, le dépassement ou le changement de ce réseau mode par défaut, avec la mise en arrière-plan de ce qu'on pourrait appeler l'ego, donc ce sentiment du moi-je. Alors dans le parcours spirituel de certaines personnes, dans dans la culture New Age, on dit il faut tuer son ego, il faut abandonner son ego, alors qu'en fait on pourrait voir l'ego comme tout simplement une interface qui nous permet d'être au monde en tant qu'individualité et qui ne doit en aucun cas être jugulé, être supprimé ou être effacé. Je dis souvent l'ego, c'est comme la carapace de la tortue, pour mieux le comprendre, il y a cette petite métaphore. Une carapace trop grande, elle ne peut plus bouger, elle meurt. Une carapace trop petite, elle ne peut plus se protéger, elle meurt. Et donc l'ego serait quelque chose à dimensionner de manière adéquate pour avoir une vie équilibrée. On dit aussi l'ego est un très mauvais maître et un très bon élève. Et voilà pour tenter de répondre à cette question sur la mort de l'ego. Effectivement, les plantes maîtresses et les antéogènes, quand ils sont consommés de manière adéquate, avec la bonne intention, le bon environnement, la bonne traçabilité, qualité de ce qui est, parce que ça aussi c'est un danger, de ne jamais savoir ce qu'on ingère, eh bien les usagers rapportent une expérience de dissolution du soi, voire de mort de l'ego, donc on a le sentiment de vivre une expérience de mort. Alors quand on le vit, c'est pas « oh là là, j'ai l'impression de mourir », c'est « salut tout le monde, je crois que j'ai fait une connerie, je suis en train de mourir ». Et cette expérience, qui est relatée depuis des milliers d'années, notamment en Grèce antique à travers les cultes à mystère, ils appelaient ça « mourir avant la mort ». Dans le bouddhisme, l'amarita est le nectar d'immortalité, le soma, c'est la boisson qui permet d'atteindre l'immortalité. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette dissolution, cette disparition de l'ego, ce qu'on appelle la mort de l'ego dans notre langage quotidien? C'est en fait, on se rend compte que l'identité, le soi, Evelyne ou Stéphane, peut complètement mourir et disparaître, et que quelque chose derrière existe encore. Et ce quelque chose, c'est l'expérience de la réalité d'une manière extrêmement différente, transcendée, mystique, ou, encore une fois, je me réfugie un peu derrière les études pour ne pas faire de mon cas une généralité. On a le sentiment que tout est un, qu'il y a une intelligence dans chaque être vivant, que tout est connecté, que c'est difficile à décrire en mots. Il y a des études sur cette expérience mystique qui sont relativement précises. Le questionnaire s'appelle le MEQ30, qui est un questionnaire de mesure de l'état mystique. Et donc, lors des prises d'ayahuasca, par exemple, qui est une liane d'Amazonie, eh bien, quand on demande aux gens de remplir le questionnaire, on arrive à une phénoménologie, un contenu expérientiel de l'expérience qui fait vraiment penser à la disparition de l'ego. Et alors, qu'est-ce qu'on en retire de tout ça? Eh bien, on se rend compte qu'au-delà de Stéphane, Evelyne, de notre nom, de notre sentiment d'individualité, quand cela disparaît de manière concrète, quand on sait que ça disparaît, quand on le vit, quand on vit cette mort, eh bien, quelque chose existe. Et c'est étrangement la même chose que nous rapportent les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. On a des phénoménologies, des contenus expérientiels qui sont étonnamment prêts. Et dernière chose, après je te laisse un petit peu la parole, mais pas de souci, c'est passionnant, alors je t'écoute. ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on boit des plantes maîtresses ou de l'ayahuasca, champignons à psilocybine, qu'on vit cette expérience de mort, parce qu'il y a une infinité de paramètres qui font que l'expérience va être très intense ou pas intense du tout, ne serait-ce que la dose, le contexte, l'intention. Est-ce qu'on le fait de manière cérémonielle? Est-ce qu'on le fait pour s'amuser? Est-ce qu'on le fait pour méditer? Et tous ces paramètres procurent à l'expérience une certaine aléatorité. En tout cas, avant cette expérience de dissolution, on assiste souvent à l'émergence de traumatismes que l'usager va devoir traverser. Et ces expériences
avec les plantes maîtresses et les plantes sacrées, euh, ne sont pas toujours agréables, voire même pour certaines personnes extrêmement traumatisantes. Euh, et voilà ce que je peux dire pour le moment. Ouais. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, ce qui me vient, c'est en fait l'intention. Pour moi, c'est important de le souligner quand tu veux vivre ce genre d'expérience. Quel est l'intérêt justement de porter attention à l'intention qui est derrière l'envie de vivre cette expérience? Et aussi, une fois que tu vis cette expérience, effectivement, c'est-à-dire qu'il faut aussi, le retranscrire dans sa vie, physique actuelle pour pouvoir justement comment dire? Y bénéficier, toutes les vertus donc qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, cette dernière mention que tu fais, le fait de le ramener dans sa vie de tous les jours, c'est ce qu'on appelle l'intégration. Et donc, dans ce qu'on est en train de redécouvrir dans notre occidentalité avec la légalisation progressive de ces médecines de la nature, finalement, de ces médecines ancestrales qui sont pratiquées depuis des dizaines de milliers d'années Ouais. et interdites depuis quelques décennies, c'est on réapprend à faire cela dans le bon cadre, de la bonne manière. On redécouvre notamment le fait que dans les traditions et dans l'usage traditionnel, il y avait déjà des protocoles qui permettaient de le vivre de manière optimale. Et ces traditions sont issues de sociétés à forte dimension spirituelle, de sociétés à forte dimension chamanique. Et donc dans ces traditions, il y a des protocoles qui visent à donner une dimension spirituelle à l'expérience. Et c'est en cela, je crois personnellement, que la tradition est importante, qu'on ne doit pas en faire un dogme, mais qu'on ne doit pas oublier que c'est en quelque sorte un peu une boussole. Et aujourd'hui, ce qu'on vit, on va dire, de potentiellement dangereux, c'est la mainmise de la médecine allopathique et du dogme médical, du dogme scientifique matérialiste aujourd'hui, Ouais. puisqu'il n'y a pas que la science matérialiste, il y a une autre manière de faire de la science euh, qui est moins dogmatique euh, et moins réductionniste. C'est la mainmise de la part de ces dogmes-là sur les psychédéliques en voulant les utiliser comme pur médicament. Donc, sous-entendu, prenez du LSD et l'interaction moléculaire va faire que dans votre cerveau, vous allez guérir de la dépression. Et donc, les études tentent à montrer cela, mais les études évacuent en général l'importance de l'expérience mystique, l'importance de l'expérience transcendantale, déjà parce qu'elle est difficilement encadrable, difficilement mesurable, Oui. difficilement reproductible. Et donc, du coup, on évacue tout ce qui n'est pas gérable et on commence, en tout cas, la science mainstream commence à considérer ces cadeaux de la nature comme des purs médicaments. Et puis, c'est tant mieux parce que ce sera très facilement commercialisable. Mmh. Alors, Mmh. la tradition nous explique qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans l'utilisation de ces plantes. Alors aujourd'hui, on appelle ça le set and setting, c'est-à-dire l'état intérieur et l'environnement dans lequel on le fait. Dans la tradition, par exemple, pour parler de tradition d'Amérique du Sud, mais c'est le cas dans toutes les traditions du monde, on a la création d'un rituel avec un espace qui est consacré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que forcément qu'il y a des esprits dont il faut se méfier. Ça veut tout simplement Mmh. dire qu'on est en train de délimiter dans l'espace et dans le temps un cadre et un lieu sécure. Et donc ça, c'est l'importance du set and setting. Et dans le set, c'est-à-dire Ouais. l'état intérieur dans lequel nous allons faire cette expérience, il y a l'intention. Dans Oui. certaines traditions, il y a un long partage de paroles, il y a une invitation à l'isolement pendant de très longues périodes, notamment dans la tradition Shipibo, avec des diètes de plantes, qui sont là, finalement, pour mettre en place un set, c'est-à-dire un état intérieur dans lequel on va pouvoir se connecter justement avec une intention. Aujourd'hui, dans notre quotidien, si je dis n'importe quoi, des champignons à psilocybine, est-ce que je le fais pour aller faire la fête? Est-ce Oui. que je le fais pour méditer? Est-ce que je le fais pour rencontrer, que sais-je, Dieu ou la nature? Est-ce que je le fais pour aller me promener en nature ou pour me connecter à mon partenaire physiquement ou Mmh. intellectuellement, spirituellement? Ça donne à chaque fois des expériences radicalement différentes. Et donc, D'accord. ce ne sont pas des substances qui sont à prendre comme des panacées, comme des remèdes Mmh. miracles, mais des outils qui vont nous permettre
de développer et d'avancer sur notre intention en fonction de l'état intérieur et du temps. Mhm. Ces outils-là, ces molécules-là qui sont interdites maintenant depuis une cinquantaine d'années, ont été aussi, il fut un temps, quand ils étaient utilisés par la CIA, des instruments de torture. Ah oui, On voit bien que ce n'est pas tant la substance que l'utilisation qu'on en fait. Et oui. donc, je ne cite que le set and setting, pour paraphraser autour finalement de l'intention, mais il y a aussi la dose, la substance et ce qu'on appelle la matrice, qui est l'environnement culturel de l'expérimentateur et son a priori et la manière dont il va pouvoir en parler autour de lui post-expérience. Tout ça, ce sont des facteurs qui jouent énormément sur ce que l'expérience va devenir, va être, va nous révéler et à quoi elle va nous servir. OK, merci beaucoup, très intéressant. Mais justement, Stéphane, je voulais te poser aussi une question. Selon toi, c'est quoi être en cheminement spirituel, en cheminement d'accomplissement? Ça, c'est vraiment une question qui me tenait à cœur. Donc dans cette vie physique. Mmh. Déjà, ça nous invite ça me pousse à définir la spiritualité. C'est compliqué, hein, Oui, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ça fait 60 ans qu'elle planche sur le sujet, voire un peu plus, sur qu'est-ce que la spiritualité, qu'est-ce que la santé spirituelle. Donc déjà en 2005, l'OMS, en adoptant la charte de Bangkok, vient d'inclure de fait que la santé s'entendait aussi de manière spirituelle. Et donc dans les études et les travaux qui sont faits pour essayer d'encadrer cela sans, comment dire, sans se diriger vers le dogme, il y a la notion de transcendance. Donc il semblerait, en tout cas on pourrait par convention s'entendre, même si c'est un petit peu réducteur, sur l'idée que qui dit spiritualité dit transcendance, c'est-à-dire aller au-delà de soi. On peut trouver de la spiritualité dans une association ou dans l'investissement dans une association qui va servir la soupe populaire. d'accord, oui. Transcendant, c'est au-delà de soi. On Mmh. peut trouver de la spiritualité en allant se promener en nature. On peut trouver de la spiritualité en se connectant à une imagerie qui survient lors d'une cérémonie au tambour. En fait, Oui. il semblerait, ou en tout cas on pourrait essayer de s'entendre là-dessus, sur le fait que la spiritualité, c'est tout ce qui nous dépasse, c'est tout ce qui dépasse ce monde matériel. Il y a un petit fait, une petite information intéressante, c'est qu'on pense souvent, populairement, que ce que nous voyons, c'est 1% de tout ce qui existe, parce que c'est 1% de tout le spectre électromagnétique. Notre œil ne voit que 1%. En réalité, c'est faux. En réalité, on voit 0,0035% de tout ce qui existe. Et ça veut dire Pas beaucoup. ça veut dire qu'il existe immensément plus de choses immatérielles que ce qu'on est capable de voir et de toucher Mmh. dans un état normal. Un exemple tout bête, ce sont les ondes radio. S'il y a 500 ans, j'expliquais que les ondes radio existaient, j'aurais peut-être fini sur un bûcher. Or, il a fallu qu'on ait un savoir-faire et un appareil qui Mmh. permette de rendre les ondes radio réelles et pour les mesurer d'ailleurs. Eh bien, peut-être que d'un point de vue spirituel, il existe des choses, des fréquences, des vibrations, des êtres, des mondes, des dimensions. En tout cas, c'est ce que les expérimentateurs nous rapportent et ce que le chamanisme et les Oui. traditions spirituelles, sans exception, nous racontent depuis des dizaines de milliers d'années. Et donc, il existe tout simplement une disposition et des pratiques qui permettent de connecter avec ces dimensions-là. Et donc, quand tu me dis qu'est-ce que être en chemin spirituel? Eh bien, peut-être que ça commence déjà par s'intéresser par ce qu'il y a au-delà de soi et s'intéresser tout simplement à l'invisible. D'accord. Mais il y a quelque chose aussi qui me vient, c'est en fait, je t'écoutais justement dans des interviews aussi et je trouvais que c'était hyper intéressant quand tu expliquais que finalement quand tu œuvrais pour quelque chose qui était plus grand que nous, c'est-à-dire, en nous détachant de notre ego et le moi-je veux réussir et pour, juste, s'alimenter, personnellement, mais sans forcément, faire quelque chose pour la terre, pour le vivant. En fait, tu expliques que finalement, quand on se concentre sur le vivant et ce qui nous dépasse, tout se met en place et je trouvais que c'était fascinant. Est-ce que justement ça pourrait faire partie de l'invisible, ces choses invisibles qu'on ne peut pas réellement expliquer? C'est l'appel du cœur, enfin, comment est-ce que tu pourrais le définir? C'est très difficile à expliquer, surtout face à quelqu'un qui regarderait cette vidéo et qui serait sceptique, mais
en fonction des états modifiés de conscience que nous vivons, que ce soit avec ou sans psychédélique, notamment à travers la méditation ou les transes chamaniques, on accède de manière expérientielle dans notre corps à des réalités qui ne sont pas tangibles, qui ne sont pas perceptibles dans un état normal. Et ces réalités nous racontent qu'en fait, il existe de nombreux mondes en dehors des nôtres, qu'on peut faire l'expérience de ces mondes-là, qu'aujourd'hui la science, la méthode scientifique ne sait pas les mesurer, et qu'il y a une possibilité de communiquer avec ces mondes, que ces mondes sont peuplés d'êtres, et quand bien même la science n'arrive pas à prouver cela, d'une part, elle n'arrive pas à prouver le contraire, et d'autre part, quand on a une approche phénoménologique, très nombreux sont les expérimentateurs et les gens ayant vécu des expériences de mort imminente qui rapportent la même chose avec une régularité très étonnante qui ferait pas lire les statisticiens. Et effectivement, c'est quelque chose qui ne peut que se vivre. On ne peut pas Mmh. le Mmh. mesurer, on ne peut pas le prouver, Mmh. et c'est quelque chose qui peut se vivre à l'aide d'exercices, à l'aide d'expériences. Pour certaines personnes, c'est une maladie grave, pour d'autres personnes, c'est un deuil, une rupture, un accident de voiture, Mmh. et Mmh. paf, quelque chose arrive et j'ai accès à ce que moi j'appelle personnellement un champ informationnel. Et je peux avoir accès à des informations qui arrivent. L'intuition est quelque chose de super intéressant. Notre cerveau perçoit 20 millions de messages à la seconde. Il n'en traite que 1% et nous en sommes conscients que de 1%. Donc, Ouais. il n'en traite finalement que 200 000 à la seconde et nous en sommes conscients finalement. Allez, visiblement, si on prend une feuille et un stylo, on pourrait faire la liste à peu près de 200 processus cognitifs dont nous sommes vraiment conscients. Donc, on voit bien que le Mmh. cerveau perçoit une quantité ahurissante d'informations et qu'il filtre et qu'il traite pour ne garder que le pertinent qui viendra d'ailleurs conditionner notre survie et permettre notre survie. C'est un sélecteur d'informations. Or, qu'en est-il des 99,99% d'informations qui est perçue, éventuellement éliminée ou éventuellement traitée? Eh Ouais. bien, ces informations peuvent être perçues par notre corps, peuvent être perçues par par nos sens de manière très subtile à un niveau qui en fait est subconscient, mais n'est pas traité par l'ego, n'est pas perçu par l'ego. Eh bien, de temps en temps, il nous arrive de ressentir quelque chose de très fort, mais qui ne procède pas de l'intellect, mais qui va procéder d'une sensation corporelle, ou bien ce que j'appelle une certitude cellulaire. Eh bien ça peut s'appeler l'intuition, et c'est tout simplement le traitement et l'émergence à la conscience d'un substrat immense d'informations perçues par notre corps, pas seulement le cerveau, mais perçues par notre corps, et qui n'est pas traité par l'ego, mais qui par contre est bien ressenti et bien vécu. Eh bien, dans les états modifiés de conscience, il se peut que le canal qui permette d'accéder à toutes ces informations soit élargi. En tout cas, c'est ce que les imageries cérébrales nous montrent, et c'est ce que les expérimentateurs nous rapportent. J'avais une question aussi, justement, selon toi, est-ce qu'on doit forcément vivre un bouleversement dans sa vie pour cheminer vers cette évolution intérieure? Tout à l'heure, tu en parlais. En tout cas, pour mon expérience personnelle, ça a été le cas. Hem, Mmh. donc comme une révélation et donc, Ouais. toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'on doit tous avoir ce choc? Non, c'est pas nécessaire. Déjà certaines personnes naissent avec, hein. Il y a Ouais. des gens qui n'ont jamais rien étudié, jamais rien pratiqué, et qui pour qui, l'intelligence du vivant, l'interconnexion permanente en toutes choses et la communication avec d'autres mondes ou d'autres Mmh. dimensions est tout à fait D'accord. innée. Est tout à fait inné, et pour d'autres personnes, ça va nécessiter un choc grave ou un traumatisme, et pour certaines personnes, tout simplement, la volonté est toute naturelle de pratiquer, que ce soit les antéogènes, la méditation, la respiration holotropique, qui va permettre tout simplement de mettre en arrière-plan un mode de fonctionnement extrêmement restreint qui est notre mode de fonctionnement quotidien, pour aller élargir nos perceptions et faire l'expérience d'un monde plus grand finalement. Mmh. Oui, donc finalement, ça dépend vraiment, chacun, peut avoir,
sa propre expérience. En fait, on peut pas Ouais. vraiment pointer du doigt, telle personne, aura ceci à cette période-là de sa vie. Enfin, chacun est différent, on est différent, donc on a ou pas cette faculté à un certain moment de sa vie de s'intéresser à ces sujets. Oui, une appétence, tu parles de faculté, ça peut être une appétence, ça peut être un désir et effectivement, en tout cas dans ce que je constate autour de moi, ça vient quand même beaucoup d'un choc, d'une remise en question. Mmh. Ça peut être une maladie, ça peut être une fracture, ça peut être un licenciement, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un deuil, ça peut être un Mmh. accident de voiture, ou une expérience mystique au détour d'une rue, lors d'une promenade en forêt. Et qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Déjà, ça vient un peu redéfinir ce qu'on appelle le réel. Ah! Quelque chose d'autre existe qui ne faisait pas partie de mon champ expérientiel jusqu'aujourd'hui et donc ça ouvre cognitivement la possibilité qu'il existe autre chose. Mmh. Et là, on commence à voir un petit fil qui dépasse, on tire sur le fil et puis on se rend Mmh. compte, si on gratte un petit peu la Ouais. tapisserie, on se rend compte que ce fil qu'on commence à tirer, eh bien, il est tissé et on en fait des belles choses depuis des dizaines de milliers d'années, mais qu'il n'y a que depuis finalement, allez, 100 ou 150 ans qu'on se distancie de la nature, qu'on se Oui, distancie des considérations spirituelles et on le voit tous les jours dans le rapport qu'on a à la planète, dans le rapport qu'on a à nos proches et dans mmh mh. l'état de la civilisation, que cette distanciation, elle est délétère, dangereuse et qu'elle nous mène vers un dangereux précipice. Mais justement, en parlant de d'évolution ou pas, mais hem, tu sais, tu parles aussi du fait qu'on soit suradapté dans notre société occidentale. Donc est-ce que justement c'est la conséquence de l'exigence de la société occidentale? Et qu'est-ce Oui, que ça veut dire être suradapté? la société occidentale, moi je à tort ou à raison, je l'associe à une forme de capitalisme, c'est-à-dire avec un dieu qui s'appelle croissance et science, un dieu bicéphale et en fait qui nous pousse à finalement être productifs, à Oui, être dépendants et à être consommateurs. Et ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte très souvent, et chacun peut en faire l'expérience, que quand on prend un tout petit peu à manger dans un sac et qu'on va se promener en nature quelques heures, eh bien, si on le fait suffisamment longtemps, avec suffisamment de silence et qu'on mange pas beaucoup et qu'on parle pas beaucoup, on se rend compte que dans la nature, il y a finalement tout ce dont on a besoin et c'est une expérience qui est fondamentalement émancipatoire. Le contact à la nature, alors c'est vrai pour, les expériences psychédéliques et antéogènes, mais c'est vrai le quotidien, on a montré, on a démontré les effets bénéfiques, sur la santé. On est d'ailleurs une des seules on est une civilisation occidentale, si on devait dire qu'il y a une civilisation occidentale, qui nomme la nature. C'est complètement fou. Heu, ouais, civilisation indigène, je ne sais pas s'il faut dire civilisation ou culture, ça n'existe pas. On ne nomme pas la nature puisque nous sommes la nature et oui, on voit cette propension à se différencier, parce qu'à un moment, il a fallu l'utiliser, s'en protéger d'une certaine manière et donc on a objectivé ce vivant dont nous faisons partie et on en a fait un outil qu'on a servi et qu'on est en train de détruire et du coup, tout ça répond à des mmh, exigences et des objectifs de rentabilité, de oui, productivité, de consumérisme et cela est alimenté par, une philosophie, un positionnement, je ne sais pas si on doit dire une philosophie, mais qui est capitaliste et qui dessert le vivant et on en voit les limites dans l'état de santé, oui, heu, de la population, l'état de santé mentale. oui. Oui, oui, puis ce qui est assez incroyable justement dans cet état de santé aussi où on voit quand même qu'il y a un déclin. Je parle parce que mon conjoint aussi est en médecine, mais surtout, les maladies mentales et en fait, ce qu'il constatait aussi, c'est que la plupart des gens viennent parce qu'ils ont juste besoin aussi d'être écoutés, d'être entendus
Et puis tout simplement juste, passer un moment avec une personne référente en qui ils croient, rien que ça leur fait du bien de pouvoir se vider, se livrer et puis aussi, il y a aussi cette notion de pilule magique. Qu'est-ce qui va pouvoir faire que je vais me sentir mieux, Mmh. rapidement, instantanément? Donc c'est ça aussi, je pense que ça fait vraiment écho aussi à ce dont on parlait avec le capitalisme et aussi, tu sais, cette notion de rapidité. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une consommation et on veut tout instantanément. On le voit aussi avec le développement des réseaux sociaux. Finalement, il faut écouter, la nature et puis aussi, les lois de la nature qui nous demandent d'être patient. C'est ça qui est constitué de cycles, Oui, déjà. oui. Mmh. Et on veut peut-être, à certains moments, aller plus vite que les cycles biologiques et environnementaux auxquels nous sommes soumis. Exactement. Ouais. Et justement, j'avais une question à te poser, par rapport aux besoins d'attachement dont tu parles au sujet du développement de l'enfant. Alors, j'espère ne pas trop m'éparpiller, mais c'est parce que ça faisait partie vraiment de mes questions. Est-ce que tu pourrais définir ce qu'est le besoin d'attachement? Alors, ce que j'en comprends, en tout Mmh. cas, je ne détiens aucune vérité, mais en tout cas, il semblerait que ma narration, fasse sens et fasse écho, auprès de beaucoup de personnes. Hem, L'enfant a besoin de manger et de boire et il y a une autre ressource absolument vitale et indispensable qu'on pourrait appeler l'amour ou Mmh. le lien et ou d'une certaine manière l'attachement. Des études ont montré que des enfants bien nourris, s'il n'y avait pas de lien, c'est-à-dire de contact physique et de lien avec, ceux qui les nourrissent, hein, eh bien, ils se laissaient mourir. Et donc on se rend compte que le lien est une composante fondamentale, de l'être vivant, vital. Et du coup, qu'est-ce qui se passe, lorsqu'on grandit, lorsqu'on est enfant? Alors déjà, et je pense que tu le sais mieux que moi, l'enfant est quelque chose d'une plasticité Mmh. absolument extraordinaire, d'une faculté d'adaptation absolument redoutable que nous perdons, en tant qu'adultes. Et pour obtenir cette nourriture, pour obtenir ce lien vital, eh bien, il va observer son entourage et va commencer à s'adapter pour commencer à obtenir du lien. Et donc, maman n'est pas contente si tu fais ça, ou papa va se fâcher si tu fais ça, et maman, elle va être triste si tu fais pas ça. Ce sont déjà, si tu veux, les prémices d'une hyper-adaptation et qui va finalement contribuer à diriger toute notre vie puisqu'on va se construire pour obtenir, pour ainsi dire, quasiment faire une transaction Mmh. et s'adapter aux autres et remplir finalement, ce qu'on attend de nous. Eh bien, sur ce chemin, spirituel, il arrive qu'à partir d'un certain âge, 30 ans, 40 ans, on se rend compte de ces conditionnements d'enfance, dans quelle mesure nous avons été, hem, conditionnés par les comportements de nos Mmh. et dans quelle mesure on s'est adapté à outrance et finalement on a le sentiment d'être épuisé, d'être déprimé, de ne pas être soi, de ne pas vivre la vie qu'on devrait vivre et tout ça peut trouver sa source dans Oui. l'exploration, du contenu de l'enfance. C'est notamment Alice Mmh. Miller qui parle beaucoup de ça quand elle écrit, ce magnifique livre qui s'appelle «Le drame de l'enfant doué». Et donc Mmh. l'enfant, pour obtenir cette ressource fondamentale qui, dans certaines familles dysfonctionnelles, manque cruellement, va devenir une machine de suradaptation, mais aussi d'hypervigilance. Et donc il arrive, et donc c'est aussi la maladie de notre temps, Mmh. heu, le surinvestissement de la sphère intellectuelle. Il faut tout comprendre, il faut tout contrôler, il faut tout analyser et finalement dans le corps, il ne se passe plus rien. C'est Mmh. là, par exemple, où la méditation, les psychédéliques, les antéogènes, les pratiques psychocorporelles prennent tout leur sens parce qu'en fait, elles visent à couper cette cérébralité, ce réseau mode par défaut, pour retourner à des choses, qui nous étaient, comment dire, fondamentales et centrales quand nous étions des bébés et Mmh. pour acheter cet amour, cet attachement, cette attention, ce lien, ce contact qu'on a laissé de côté pour devenir des hyper vigilants,
et des experts finalement en transactions affectives. Mmh. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que ça m'évoque aussi quelque chose, c'est quand, je vois mon fils de 3 ans qui fait des postures de yoga. Mais Mmh c'est inné, c'est complètement naturel. mh. Vraiment, tu le vois faire des postures chien tête en bas et c'est incroyable parce qu'il a jamais, réellement appris, mais je me suis rendu compte que c'était complètement inné chez eux. Voilà, le bébé a cette conscience du corps, il a cette flexibilité qu'on perd au fil des années. Ce que j'aime aussi dire, c'est que le yoga, ça permet vraiment, de retrouver cette conscience du corps et ça, c'est important, ouais. Est-ce que tu aurais d'autres outils pour, justement retrouver cette conscience du corps? Eh bien, dans ce qu'on appelle la psychologie transpersonnelle, qui est ce mouvement, qui a maintenant, une cinquantaine d'années, initié par Stanislas Grof, Abraham Maslow et Charles Tart, qui consiste à prendre tous les acquis de la psychologie, de la psychanalyse, de l'humanisme, de la Gestalt, et d'y ajouter les traditions ancestrales et les techniques d'état modifié de conscience. Et donc, la transe chamanique, la respiration holotropique, une autre technique de respiration qui s'appelle le rebirth, mais qui en fait, tout ça est emprunté du yoga, qui avait déjà, à travers le pranayama, qui nous avait déjà expliqué qu'on pouvait modifier son état de conscience à travers des exercices respiratoires assez précis. Mais à travers le monde et les époques, on avait le jeûne, la privation sensorielle, le sport, la danse, le chant. En fait, on se rend compte que, et les antéogènes évidemment, et on se rend compte que toutes ces pratiques ont quelque chose en commun, c'est quelque part la primauté du corps sur ce tropisme analytique dont nous sommes aujourd'hui quasiment les esclaves. Et Complètement. analytique, mentale, intellectuelle, cérébrale, égotique, on pourrait Mmh. ajouter plein de qualificatifs. Allez, une dernière question, mais je voudrais citer aussi, un extrait de Par un curieux hasard où tu cites: «Nous allons apporter notre blessure existentielle dans la prochaine relation amoureuse. Elle deviendra alors se creuser où elle pourra être touchée, guérie ou retraumatisée». Alors est-ce que tu peux nous en dire plus? Ben, la relation amoureuse, c'est fantastique parce qu'en fait, ça fait sortir de nous le pire et le meilleur. En fait, dans la relation amoureuse, on est en prise directe avec la thématique d'attachement, avec la thématique de rejet, d'abandon, Mmh. avec, cet acte extraordinaire qui est en fait, qui est la sexualité. On a tendance à l'oublier, mais on est tous ici à cause d'une pénétration, hein. On est tous ici à cause d'un Oui, acte c'est vrai. sexuel. On est aussi dans une société qui, pour de multiples raisons, tend à exclure, à tabouiser l'acte Mmh. sexuel qui est en fait l'acte ultime du lien. Et donc le fait d'être en contact avec ces dimensions-là fait ressortir finalement ce qui a fait de nous des êtres humains, les premières blessures, et surtout qu'est-ce qu'un couple si ce n'est l'amour et l'attachement? Mmh. Et donc, dans ma compréhension des choses, en tout cas celle que je partage à travers mes livres, d'une part, nous sommes tous animés d'un irrépressible désir de retour à l'unité. La vie, cette existence à travers un corps individuel séparé des autres, déjà commence par un traumatisme ultime, hein, qui est l'arrachement de cet espace de paix amniotique et fusionnel. On s'en rend pas compte et on l'oublie, mais la naissance est un traumatisme Mmh. extrême qu'on a quasiment tous en commun, hein, avec divers degrés d'intensité. Et cette vie, elle commence par une expérience d'arrachement et de séparation, et toute la vie est une expérience de séparation, avant un retour à l'unité qui survient à ce qu'on appelle la mort. Et donc déjà, on va être animé de ce désir-là. Et ensuite, dans ma lecture du réel, dans mon expérience de cette existence, nous avons tous, sans exception, été traumatisés d'une certaine manière. Le traumatisme n'est pas toujours quelque chose de violent, n'est pas toujours quelque chose de brutal. Ça peut être quelque chose de très sourd, vécu pendant toute une Mmh. enfance, hein. Mmh. Eh bien, nous sommes aussi animés par ce second mouvement, qui est un désir intense de réparation. Et c'est là où le couple, peut jouer,
son rôle, ou nous faire rejouer des drames, ce qu'on cherche à Mmh. réparer, par exemple l'abandon, ou le rejet, ou l'humiliation, ou la trahison, eh bien, il va falloir qu'on ait le partenaire idéal pour nous faire revivre ce qu'on a à réparer. Sinon, si j'ai envie de réparer un trou dans ce mur-là, je ne vais pas aller vers ce mur-là. Si j'ai une Oui. blessure dans ce bras-là, je ne vais pas aller vers ce bras-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour satisfaire mon désir extrême et inconscient de réparation, je dois m'approcher de la blessure. Et souvent, ce qui D'accord. se passe, c'est qu'on va choisir plus ou moins consciemment les partenaires qui vont nous faire ressentir cette blessure. Et donc, soit on se dirige vers une relation inconsciente et ce qu'on va communément appeler une relation toxique, et puis l'autre va être un pervers narcissique, et puis il va Mmh. raconter nous qu'on est un pervers narcissique parce que c'est super à la mode, hein. Je rappelle, C'est clair. je rappelle qu'il n'y a pas de pervers narcissique sans victime. Euh, et, et donc, soit on rentre dans une relation toxique où on va activer l'un et l'autre les blessures de chacun, parce que chacun va être animé par ce désir fondamental de se rapprocher de la blessure pour tenter d'y mettre du baume, et notre inconscience respective fait qu'on va plutôt mettre du jus de citron ou du sel sur la blessure. Ou alors on rentre dans ce qu'on appelle, et c'est le travail de toute une vie, une relation consciente, où on essaye d'observer ce par quoi nous sommes agis, on essaye d'observer ce qui se passe, d'être dans des valeurs qui sont universelles, la compassion, la Mmh. bienveillance, l'écoute, l'accueil. Et donc, voilà pourquoi, tout ça pour expliquer ce petit texte, où on dit nous allons apporter notre blessure existentielle dans la prochaine relation. Donc, de manière inconsciente, on arrive avec quelque chose à guérir, ou quelque chose à réparer, et on va utiliser, et c'est pas forcément mauvais, pas forcément péjoratif comme terme, on va utiliser l'autre pour aller se toucher, se faire toucher Mmh. à l'endroit où nous avons terriblement besoin d'être consolés, accueillis, entendus, reçus, etc. Donc finalement, c'est vraiment un bon outil d'éveil et de développement aussi personnel que d'être dans une relation de couple. Bah, c'est vécu En entre fait. guillemets consciemment, si on Oui. essaye de poser la lumière de la conscience sur ces mécanismes, parfois très compliqués qui se jouent dans un couple, et essayer de comprendre, et surtout d'être dans, dans une attitude de communication, d'accueil, Mmh. de respect, d'écoute, eh bien, il y a peut-être quelque chose à faire plutôt que de répéter les retraumatisations. Oui. On entend souvent ces personnes qui nous disent: mais je comprends pas, je tombe toujours sur le même type de mec, je tombe toujours Mmh. sur les mêmes connards, ou je tombe toujours sur les mêmes nanas, etc., etc. En fait, c'est tout simplement dans ces cas-là que nous sommes très probablement agis par un mécanisme qui nous pousse à rencontrer systématiquement ce qui a besoin d'être touché, ce qui a besoin d'être guéri. Mmh. Si on ne pose pas la lumière de la conscience dessus, eh bien, ça peut être touché de manière brutale, désagréable, et bien sûr, c'est toujours la faute des autres. Ouais, et c'est aussi intéressant de reprendre sa place aussi, enfin, c'est-à-dire en tant qu'individu, mais comme tu disais aussi tout à l'heure, de ne pas se faire passer, comme victime, mais de reprendre sa place et puis de Mmh, s'auto-observer aussi, comme tu disais aussi, ces mécanismes de défense aussi ou pas, mais tout à c'est fait. important, ouais, complètement. Oui, il y a dans le processus de guérison, et d'ailleurs, qui selon moi est quasiment indissociable du cheminement, de ce que tu appelais le cheminement spirituel, il y a la compréhension et la découverte de notre responsabilité dans notre souffrance. Mmh. Ce qui n'est pas toujours le cas, on est parfois fondamentalement victime, hein, mais l'idée c'est, dans ce chemin, parmi les divers chemins de traverse qu'on va trouver, les divers, bifurcations, la récupération de notre responsabilité. J'aime bien cette phrase qui dit, elle me vient dès lors qu'on parle de victime en fait, ou de trauma, cette phrase qui dit: «Je ne suis pas ce qu'on m'a fait, je suis ce que je décide de faire de ce qu'on m'a fait». D'accord, c'est très beau. Mmh. Mmh. Ça prend tout son sens. Voilà. Et puis il y a une autre phrase de Jung, j'en profite, c'est: «Tant que nous ne rendons pas l'inconscient conscient, il dirige notre vie et nous l'appelons destin». Mmh.
Donc nous sommes dirigés par des processus inconscients, traumatiques, compensatoires, des processus de sauvegarde qui vont nous faire constamment revivre les mêmes choses jusqu'à qu'on les comprenne à un autre niveau. Mmh. Et pour la première phrase, c'est vraiment écho à la résilience. Tout à fait. Super. Eh bien, merci pour ces 2 dernières, citations pour finir, ce beau podcast, en tout cas très inspirant. J'espère en tout cas que les personnes qui nous auront écoutés auront, pourquoi pas, des avis, des commentaires, que je te repartagerai, Stéphane, pour que tu y répondes, si tu le souhaites, bien sûr. Et puis, je partagerai aussi en bio, ton site internet officiel par un curieux hasard, bien sûr, pour les personnes aussi qui souhaitent découvrir davantage ton travail. Et puis tu es aussi, très actif, sur les réseaux Instagram et Facebook, il me semble. Voilà, et YouTube avec des vidéos. Oui, et YouTube avec tes vidéos aussi que je mettrai en bio. Avec Merci à tout le monde et puis je te dis à la prochaine. Au revoir Stéphane. Merci Evelyne, au revoir.